sympathiques de ces fibres-là, c'est le monoxyde d'azote et le VIP, VIP voulant dire Vasoactive Intestinal Polypeptide. Vous avez eu le temps de noter. Et ces neurones-là sont des neurones qui sont au contraire inhibiteurs. Donc ils ont une action opposée aux actions des neurones qui utilisent l'acétylcholine comme neuromédiateur. L'innervation sympathique. Alors l'innervation sympathique, elle est différente, évidemment. Son origine, c'est la chaîne sympathique qui chemine le long du rachis. Et il y a un premier relais qui se fait dans des ganglions qu'on appelle soit le ganglion cœliaque, soit le ganglion mésentérique supérieur, soit le ganglion mésentérique inférieur. Et à partir de là, par un deuxième neurone qui, lui, va arriver dans la paroi du tube digestif. Donc toutes les fibres sympathiques qui innervent le tube digestif sont des fibres postsynaptiques. Le premier neurone utilise toujours comme médiateur l'acétylcholine et le deuxième neurone, lui, utilise comme médiateur emblématique la noradrénaline. Alors l'innervation va se faire à partir du ganglion cœliaque vers l'œsophage, l'estomac et la première partie du grêle. À partir du ganglion mésentérique supérieur, l'ensemble du grêle et la première partie du côlon. Et à partir du ganglion mésentérique inférieur, la deuxième partie du côlon et le rectum. Dans l'ensemble, cette innervation sympathique, elle existe. Elle peut être à l'origine de pathologies lorsqu'elle est dérégulée, mais en situation normale, son importance pour le contrôle de l'activité du système est nettement moins grande que l'importance du système parasympathique. Celui qui est vraiment prédominant dans le contrôle de l'activité motrice du tube digestif, et je dis motrice parce que c'est de motricité dont on parle aujourd'hui essentiellement, c'est le système parasympathique. Alors, les deuxièmes neurones, ceux qui proviennent des ganglions, ils vont aller faire leur synapse avec des ganglions du système nerveux entérique, exactement comme les neurones du système parasympathique, mais pas exclusivement. Certains vont aller innerver des vaisseaux et donc contrôler la vasomotricité, et puis certains peuvent se terminer directement au contact de cellules qui sont des cellules de l'épithélium ou proches de l'épithélium, et de cette manière-là, contrôler des activités sécrétoires dans la lumière du tube digestif. Dans l'ensemble, l'activité du système parasympathique et du système sympathique est une activité inhibitrice pour toutes les fibres qui ne se dirigent pas vers des sphincters. C'est un peu différent pour les fibres qui se dirigent vers des sphincters où on va trouver des fibres qui sont des fibres activatrices. Mais les sphincters fonctionnels, on va en détailler le fonctionnement d'un de ces sphincters qui est le pylore quand on sera rendu à cet étage-là, est quelque chose qui est réellement assez compliqué. Mais dans l'ensemble, à part les structures sphinctériennes, la fonction du système parasympathique est une fonction inhibitrice de la motricité, de la sécrétion ou de la vasomotricité. Et puis, il n'y a pas que des neurones effecteurs dans le système nerveux entérique. Il y a aussi des neurones qui jouent le rôle de capteurs. Et de cette manière-là, la paroi du tube digestif est au-delà, c'est-à-dire que le cerveau peut être informé d'un certain nombre d'événements qui sont en train de se produire.
Donc il y a des neurones qui sont sensibles à la pression. Est-ce qu'il y a quelque chose à cet endroit-là? Est-ce que la paroi est distendue ou est-ce qu'elle n'est pas distendue? Il y a des neurones qui sont sensibles à des stimulus chimiques. Est-ce que le pH est très acide ou est-ce que le pH n'est pas acide? Est-ce qu'il y a beaucoup de lipides? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de lipides? Comment est l'osmolalité? Et tous ces neurones qui, globalement, sont des neurones sensitifs, au sens large du terme, qui sont des capteurs, vont informer l'ensemble du système nerveux entérique et, si c'est nécessaire, vont informer le cerveau de ce qui se passe dans la lumière du tube digestif. Et c'est extrêmement utile pour l'organisation de la motricité. Si je prends un exemple, quand on est en train d'essayer de faire progresser quelque chose dans la lumière du tube digestif, il est important de savoir qu'à cet endroit-là du tube digestif, il y a effectivement quelque chose dans la lumière. Et il y a des neurones qui sont capables de dire à cet endroit-là, c'est distendu, la lumière est remplie de quelque chose. Ils vont informer les neurones du système nerveux, du reste du système nerveux entérique, et à partir de là, une activité va s'organiser avec une stimulation de l'activité motrice en amont de ce qui est contenu dans le tube digestif et au contraire une relaxation en aval. Donc on renforce l'activité motrice en amont de ce qu'on veut faire progresser et on relâche l'activité motrice, autrement dit on détend la lumière en aval de ce qu'on veut faire progresser et de cette manière-là on favorise la progression de ce qui est situé dans la lumière. Et comme je vous le disais, au-delà de ce système nerveux entérique, on peut envoyer des informations vers le système nerveux central. Normalement, on ne sent pas ce qui se passe dans notre tube digestif. C'est complètement indolore. Mais quand on arrive en pathologie, quand on est en face d'une occlusion, par exemple, que la progression ne peut pas se faire et que la pression devient anormalement élevée en amont d'un obstacle fonctionnel ou anatomique, le cerveau va être au courant. Et à ce moment-là, une douleur apparaît. La douleur apparaît parce que l'information qui normalement reste confinée dans la paroi du tube digestif, elle devient de telle intensité qu'elle va être transmise au système nerveux central et qu'on va commencer à ressentir une douleur que normalement on n'aurait pas dû ressentir. Donc si vous voulez regrouper ça sous un seul schéma, on peut voir les choses de cette manière-là. La paroi du tube digestif, c'est un système qui est une juxtaposition d'effecteurs. Il y a des structures qui sont responsables de la propulsion, donc les muscles, des structures qui vont sécréter, des cellules qui vont fabriquer des hormones et qui vont les libérer, des substances qui vont modifier l'état vasomoteur de la vascularisation du tube digestif, et tout ça doit être contrôlé. Donc tout ça est contrôlé avant tout par le système nerveux entérique, qui est capable d'agir par l'intermédiaire de ces neurones dans les plexus sous-muqueux, dans les plexus mi-entériques, sur l'ensemble de ces fonctions, mais qui en même temps va être informé de ce qui se passe dans la paroi du tube digestif par ces neurones sensitifs qui font partie intégrante du système nerveux entérique. Et puis, au-delà de ça, le système nerveux entérique, il reçoit des informations du système parasympathique et du système sympathique, qui sont à la fois des informations qui vont l'activer ou qui vont au contraire l'inhiber. Et puis il va envoyer au cerveau, par l'intermédiaire de ce système végétatif, des informations sur ce qu'il est en train de se passer dans la paroi du tube digestif. Et puis enfin, sur la droite, il y a une photo. Et c'est la photo de quelqu'un dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. C'est un monsieur qui a eu le prix Nobel il y a un peu plus de 100 ans pour avoir découvert des cellules qu'on appelle les cellules intermédiaires.
Alors les cellules intermédiaires, ça reste toujours un mystère, parce qu'on ne sait pas très bien quelle est leur origine, en tout cas je ne sais pas très bien quelle est leur origine. En revanche, on sait à peu près maintenant quelle est leur fonction. Et ces cellules intermédiaires ne sont pas intégralement des cellules du système nerveux entérique, mais sont des cellules qui vont jouer le rôle de pacemaker et qui vont organiser la fréquence avec laquelle les activités motrices vont se dérouler dans la paroi de ce tube digestif. Et on va voir que, en prenant des exemples, que les activités motrices ne se déroulent pas avec la même fréquence dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Et chaque segment a son activité, sa fréquence plus exactement, d'activité motrice de base. Et cette fréquence de base est déterminée par les cellules intermédiaires, dites cellules de Caral, qui se situent à cet endroit-là. Alors, puisqu'on parle d'activité motrice, il faut quand même parler un tout petit peu de ce qui se passe dans les muscles et pourquoi un muscle lisse est capable de se contracter. Un muscle lisse est capable de se contracter exactement comme un muscle squelettique est capable de se contracter. Il est capable de se contracter quand il y a une interaction entre la myosine et l'actine. Et pour que la myosine et l'actine interagissent, il faut que la myosine soit phosphorylée. Si elle n'est pas phosphorylée, il n'y a pas d'interaction possible et il n'y a pas d'activité mécanique. La phosphorylation de la myosine, elle est sous la dépendance d'une kinase qui s'appelle la kinase de la chaîne légère de myosine. Et cette kinase, l'état de cette kinase de la chaîne légère de myosine est elle-même déterminé par le fait, par la liaison qu'elle a avec des ions calcium. Alors, de manière assez schématique, mais assez juste quand même, tout ce qui va augmenter le calcium cytosolique à l'intérieur des cellules musculaires lisses, soit parce qu'on ouvre des canaux à travers la paroi plasmique, la membrane plasmique de ces cellules et qu'on permet au calcium de rentrer, soit parce qu'on libère du calcium qui a été stocké dans le réticulum, par exemple, de ces cellules sous l'influence de la libération d'inositol triphosphate, tout ce qui va augmenter la concentration de calcium libre dans les cellules va favoriser l'activation de cette chaîne légère de kinase et donc favoriser la phosphorylation de la myosine, donc favoriser la contraction. À l'inverse, tout ce qui va diminuer l'activation de la chaîne légère de myosine et en particulier la baisse de la concentration de calcium à l'intérieur de la cellule, comme sont capables de le faire les substances qui vont utiliser la MP cyclique comme second messager, va diminuer l'activité motrice. Donc comme toujours, l'activité motrice, c'est une balance entre ce qui active et ce qui inhibe. Et ce qui est particulier entre le muscle lisse du tube digestif et le muscle squelettique dont on a plus l'habitude de parler, c'est la lenteur avec laquelle les choses se font dans un muscle lisse. Ce n'est pas du tout la même cinétique d'activation que celle qu'on observe dans un muscle strié, mais ce n'est pas non plus la même intensité. Les activités motrices dans un muscle lisse peuvent être plus lentes, mais plus prolongées et plus intenses que dans un muscle squelettique. Donc le potentiel de membrane est important pour prédire ce qui va se passer en termes d'activité motrice dans un tube digestif. Et on peut enregistrer le potentiel de membrane des cellules musculaires lisses de la paroi du tube digestif. Et quand on fait ça, on se rend compte que le potentiel de membrane des cellules musculaires lisses est un potentiel qui change tout le temps. Si vous l'enregistrez au cours du temps, vous observez ce genre
de phénomène, c'est-à-dire que ça se dépolarise, puis ça se repolarise, puis ça se dépolarise, puis ça se repolarise, etc. À une fréquence qui est caractéristique du segment auquel on se trouve. Par exemple, on va observer que la fréquence de ces ondes lentes est de 3 par minute dans l'estomac, mais va être nettement plus élevée dans le duodénum, puisqu'elle va être de 12 par minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que